Bonjour. Dans cette capsule, nous allons parler des niveaux d'énergie d'un atome, et peut-être que ce serait bien de se souvenir de ce que c'est qu'un atome. Dans notre cours de seconde, on a précisé que l'atome était constitué essentiellement de vide, et que dans ce vide, on avait quelques particules qui se promenaient. Une particule centrale qui s'appelle le noyau, qui est constitué de particules plus petites, qu'on appelle des nucléons, qui peuvent être de deux types, qui peuvent être des protons chargés positivement et des neutrons sans charge électrique. On a vu qu'autour de ce noyau pouvait circuler un certain nombre de particules encore plus petites, qui s'appellent des électrons et qui sont chargés négativement. Un atome peut être représenté par un symbole, son nom, constitué d'une majuscule ou d'une majuscule et d'une minuscule. Un atome peut être schématisé par un nombre et un deuxième nombre, le premier étant plus grand que le second. Ce nombre s'appelle le nombre de masse. C'est le nombre de nucléons. C'est le nombre de particules du noyau. Et Z, c'est le numéro atomique. C'est à la fois le nombre de protons et le nombre d'électrons. C'est donc à la fois le nombre de charges positives et de charges négatives. Et donc, l'atome est neutre d'un point de vue électrique. Si on s'intéresse par exemple au phosphore, son symbole c'est P majuscule. Les deux nombres, 31 et 15 qui lui sont associés, et on reconnaît assez facilement le numéro atomique parce que c'est le plus petit de ces deux nombres. Le numéro atomique du phosphore vaut 15. Ça nous donne plusieurs informations. La première information, c'est la position du phosphore dans la classification périodique. 1, 2, 3, 10, 11 et 15. La deuxième information que ça nous donne, c'est le nombre d'électrons qui constitue le nuage électronique. Comment va être organisé le nuage électronique du phosphore qui contient 15 électrons? Eh bien, l'année dernière, on se souvient qu'on avait décrit 3 couches concentriques qui peuvent contenir un certain nombre d'électrons. La première, la couche K, qui peut contenir 2 électrons. La couche L, qui peut en contenir 8, ainsi que la couche M. Comment répartir les 15 électrons du phosphore? Eh bien, on va en prendre 2 pour compléter et saturer la couche K. Et puis, on va en prendre 8 pour compléter la couche L. Et puis, les 5 derniers vont se répartir sur la couche M. Voilà comment on peut représenter aussi notre atome de phosphore. Mais bien évidemment, vous comprenez bien qu'il n'y a pas que 3 couches électroniques. Il existe à la périphérie d'autres couches et sous-couches. Quand les électrons remplissent et complètent les premières couches électroniques, celles qui sont le plus proches du noyau, l'atome est dans l'état le plus stable qu'il puisse atteindre. C'est ce qu'on appelle son état fondamental. Mais si on apporte de l'énergie à cet atome, le nuage électronique est perturbé. Les électrons peuvent se répartir sur des couches périphériques. L'atome se trouve alors dans un état qu'on appelle un état excité. Un atome qui se trouve dans un état excité, spontanément, va avoir tendance à revenir dans son état fondamental. Le nuage électronique va se réorganiser sur les couches les plus proches du noyau. Eh bien, lorsqu'il va se désexciter, cet atome va libérer la quantité d'énergie à l'identique de celle qu'il avait reçue. Au cours de la désexcitation, l'énergie qui est libérée par l'atome est toujours produite sous forme de lumière, sous forme de particules de lumière, qu'on appelle des photons.
L'énergie qu'on amène à l'atome pour le faire passer de son état fondamental à l'état excité peut être apportée sous différentes formes. Elle peut être apportée sous forme d'énergie thermique. Par exemple, c'est ce qui se place dans une flamme. La chaleur libérée par la combustion provoque l'excitation des atomes, et au cours de leur désexcitation, ces mêmes atomes émettent de la lumière. Cette énergie peut être aussi apportée sous forme d'énergie électrique. Un courant électrique, un arc électrique va circuler, va provoquer l'excitation des atomes, qui vont, au cours de leur désexcitation, libérer de la lumière. C'est le principe de toutes les lampes basse consommation. On peut aussi exciter un atome avec de la lumière, en lui envoyant des photons de lumière. Eh bien, des photons de lumière peuvent exciter un atome qui va restituer ces photons de lumière au cours de sa désexcitation. Parlons un petit peu de ces photons de lumière, ces particules de lumière. Eh bien, il faut savoir qu'un photon porte une certaine quantité d'énergie, et que cette quantité d'énergie dépend notamment de sa fréquence. Il y a une formule qui nous donne la valeur de cette énergie du photon en fonction de la fréquence. C'est le produit d'une constante qui s'appelle la constante de Planck, dont vous ne devez pas connaître la valeur, elle sera donnée dans les énoncés, que multiplie la fréquence exprimée en Hertz. Ça nous donne une énergie exprimée dans le système international en joules. Il y a une petite complication, c'est que quand on parle de lumière, en général on ne s'exprime pas en termes de fréquence, on s'exprime en termes de longueur d'onde. Comment passer de la fréquence à la longueur d'onde? Eh bien ici, C0, c'est ce qu'on appelle la célérité de la lumière, autrement dit la vitesse de la lumière dans le vide, qui vaut 3 10 puissance 8 mètres par seconde. 300 000 km par seconde. Eh bien, comme toutes les vitesses, c'est le rapport d'une distance sur une durée. Eh bien, pour une onde, cette célérité de la vitesse, elle est égale au rapport de la longueur d'onde que divise la période, c'est-à-dire la durée d'un motif. Et on se souvient, on l'espère, du programme de seconde, dans lequel on avait longtemps insisté en disant que la période est l'inverse de la fréquence, et la fréquence, c'est l'inverse de la période. Autrement dit encore, eh bien, la vitesse de la lumière dans le vide, elle est égale au produit de la longueur d'onde par la fréquence. Autrement dit encore, la fréquence, c'est égal à la célérité de la lumière dans le vide que divise lambda. On peut donc mettre en relation cette formule qui nous donne l'énergie d'un photon en fonction de sa fréquence et cette formule qui nous donne une relation entre la longueur d'onde et la fréquence. Petite remarque, on voit qu'ici, quand lambda augmente, la fréquence diminue. Plus lambda est petit, plus l'énergie est grande. Plus lambda est grand, plus l'énergie est faible. Autrement dit, les photons bleus, violets, ultraviolets sont plus énergétiques que les photons rouges, infrarouges. Lorsqu'un photon rencontre un atome et que son énergie permet une transition. Alors une transition, c'est quoi? C'est le passage d'un électron d'une couche à une autre. Eh bien, pour passer d'une couche à une autre, il faut fournir une certaine quantité d'énergie, une quantité précise. Eh bien, quand le photon amène précisément cette énergie-là, alors, effectivement, notre atome va pouvoir passer dans un état excité. Et puis, au cours de sa désexcitation, c'est au cours des transitions qui vont permettre aux électrons de revenir sur les couches centrales, l'atome va libérer ses photons.